Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous souhaite évidemment une cordiale bienvenue pour cette réunion de notre conseil communautaire. Je propose de démarrer parce que peut-être certains d'entre vous souhaitent voir ou entendre le président de la République à 20h, et je pense qu'on a quand même un petit peu de temps de travail, même si en ce qui me concerne, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Juste une petite annonce avant que je passe la parole à Claude pour les présences. Y a-t-il quelqu'un qui, par inadvertance, s'est stationné sur le stationnement handicapé? Car nous avons un petit souci à ce niveau-là, puisque notre collègue Martine Lefebvre est là. Et elle a pu trouver un endroit qui n'est pas celui indiqué, évidemment, par rapport à un stationnement handicapé. La place était libérée, Jean-Marc, en fait. La place était libérée, mais apparemment elle était reprise. Après ce que j'ai entendu, oui, elle aurait été reprise. C'est moi qui suis dessus, mais j'ai une plaque handicapée. Ah, voilà. Je ne savais pas qu'elle venait, parce que généralement, quand je sais qu'elle vient, je savais pas qu'elle était pas là. Quand je sais qu'elle vient. Oui, parce qu'on n'a qu'une seule, c'est ça le problème. On n'en a qu'une seule ici, hein, et donc, bon, bah, écoute. Parfait, merci en tout cas, Gabriel, pour l'information. Bien, donc je vous propose de démarrer cette séance et je passe la parole à notre directeur général du service pour qu'il puisse faire la liste des présences. Bonsoir à tout le monde. Donc pour Saint-Louis, Madame Julière. Présente. Monsieur Koumbéli. Présent. Madame Gueltaille s'est excusée et a donné procuration à Monsieur Bissy. Monsieur Chica. Madame Binten est excusée. Monsieur Barman est excusé et a donné procuration à Monsieur Koumbéli. Madame Stroman. Monsieur Bissy. Madame Sper. Monsieur Schmitter. Madame Le Choquet est excusée et a donné procuration à Madame Schmidiger. Monsieur Pizarro-Bruni. Madame Ferrandez est excusée et a donné procuration à Monsieur Pizarro-Bruni. Monsieur Ekes. Madame Gangloff est excusée. Monsieur Gigelman est excusé et a donné procuration à Monsieur Ekes. Madame Tchekoutio. Je n'ai pas vu. Monsieur Carrick, je n'ai pas vu non plus. Alors pour une, Monsieur Deichmann. Présent. Madame Zakrzewski. Monsieur Bolly. Présent. Madame François est excusée et a donné procuration à Madame Zakrzewski. Monsieur Ferron est excusé et a donné procuration à Monsieur Bolly. Et Monsieur Chrévy est excusé. Pour Kennes, Monsieur Rouder. Madame Barr. Monsieur Chacher. Madame Rosset. Pour Glotzai, Monsieur Meyer est excusé et a donné procuration à Madame Schmitt. Madame Schmitt. Monsieur Gasser est excusé et a donné procuration à Madame Lefebvre. Madame Lefebvre. Pour Village Neuf, Madame Trindel. Monsieur Kassler. Madame Ramassani. Pour Barkenheim, Monsieur Kalingisser. Présent. Madame Rinkebach. Présent. Monsieur Capon. Présent. Pour Sirens, Monsieur Thury. Présent. Madame Sauret-Bachet-Balaz. Présente. Monsieur Munch est excusé et a donné procuration à Madame Sauret-Bachet-Balaz. Pour Egenheim, Monsieur Zeller. Madame Gibler est excusée et a donné procuration à Monsieur Zeller. Monsieur Kern. Présent. J'ai pas entendu. Pour Ezain, Monsieur Lacha. Présent. Madame Chapelle est excusée et a donné procuration à Monsieur Lacha. Pour Rosno, Monsieur Litzler. Présent. Madame Bogenstahl est excusée et a donné procuration à Monsieur Litzler. Pour Lanzer, Monsieur Adrian est excusé, mais la commune est représentée par Madame Zingné. Est-ce qu'elle est là? Ah, elle aura, oui, non, pardon, on m'a dit qu'elle aura une demi-heure de retard. Pardon, pour Scherbach, Monsieur Jux. Oui. Pour Agenthal-le-Bas, Monsieur Fuchs. Présent.
Pour les Maines, M. Hautmann est excusé. Pour Buchwiller, Mme Guiller s'est annoncée. Ah, bah, elle est là, voilà. Je vais arriver. Pour Attenschwiller, M. Lidaquet. Présent. Pour Folgensbourg, M. Delmont. Il est excusé. C'est vrai. Est-ce que son suppléant est là, M. Martin? Je ne crois pas. Pour Ruffin, M. Ripstein. Présent. Pour Hanswiller, M. Siebold est excusé. Pour Benzwiller, M. Pilieri est excusé et a donné procuration à M. Strich. Pour Elfranskirch, M. Chambert. Présent. Pour Michel Barleba, M. Chitlin. Présent. Pour Agenthal-Leo, M. Fenner. Présent. Pour Hans Barleba, Mme Hult est excusée et la commune est représentée par M. Runzer. Présent. Pour Hans Barleo, M. Rode. Présent. Pour Steinbrunn-Leo, M. Strich. Présent. Pour Kötzing, Mme Caillot est excusée et la commune est représentée par M. Bernascone. Présent. Pour Capellen, M. Gabriel est excusé. Pour Michel Barleo, M. Wolgensinger. Présent. Pour Waltenheim, M. Schott. Pour Valbar, M. Martin. Pour Marchâtelbach, M. Fuchs. Présent. Pour Neuvillers, M. Milin Pelda. Présent. Pour Gaspitzen, M. Baumelin. Pour Brinkai, M. Guindet. Pour César, M. Zinier. Pour Knorin, M. Gauchlag. Ah oui, ça fait. Alors, j'ai du mal avec le droit. Merci, j'ai rien. Travail d'équipe. Voilà, merci. Pour Stetten, M. Muller. Présent. Pour Marchâtelot, Mme Heiss est excusée. Et pour Liebenswiller, M. Muller est excusé et a donné procuration à M. Deichmann. Alors, bien qu'il y ait beaucoup d'absents, le quorum est malgré tout atteint. Bon, là, vous m'envoyez ravi, hein. Merci Claude, parce que si on avait dû reporter la séance, c'était compliqué, d'autant plus qu'on a quand même quelques décisions importantes à prendre ce soir. Je vous propose de commencer l'ordre du jour avec le point 1. J'ai oublié de saluer la présence de la presse tout à l'heure, quand M. Cavalli est arrivé, bienvenue à vous. Donc, point numéro 1, l'approbation du procès verbal de la séance du 15 septembre. Je pense que vous avez tous lu ce document. Nous n'avons pas eu de remarques écrites en ce qui concerne une modification. Néanmoins, si c'est le cas, vous pouvez vous manifester. Si ce n'est pas le cas, je le considère comme approuvé. Et j'en profite pour signaler que le secrétariat de séance, cette fois-ci, sera assuré par Mme Zalewski, si vous en êtes d'accord. Mme Zalewski, tu signeras à la fin. Merci beaucoup. Bien. Je vous propose de voir maintenant le budget supplémentaire avec le budget supplémentaire principal. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous éplucher l'ensemble du document que vous avez reçu. Je vais simplement en aller à l'essentiel. Et en ce qui concerne les budgets annexes, ce sera encore plus rapide puisqu'il y en a deux où de toute façon il y a aucune modification, on n'a pas à les voir. Et les autres, les modifications sont liées, comme souvent lors d'un budget supplémentaire, eh bien, à des points où il faut rajouter des crédits parce qu'il y a plus de dépenses que prévu, ou au contraire, on peut enlever des crédits parce qu'on en a trop prévu. Alors, avant de démarrer le budget principal, je souhaite évidemment commencer par le point qui a beaucoup mobilisé le bureau et la conférence des maires il y a encore quelques temps, c'est évidemment le contexte de la menace concernant la compensation des 2,2 millions d'euros touchés donc, au niveau de SLA au titre de l'accord fiscal concernant l'Euro-Airport. Alors, de quoi s'agit-il, puisque c'est vrai que les collègues du bureau sont au
courant, les collègues de la conférence des maires qui étaient là sont au courant, mais les collègues qui ne sont ni à l'un ni à l'autre de ces organismes ne savent pas trop bien de quoi il s'agit. Donc je vais prendre un tout petit peu de temps, vous m'en excusez, parce que ça vaut la peine, et il faut vraiment savoir de quoi il est question. Au terme d'un accord entre la France et la Suisse sur la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport du 23 mars 2017, les entreprises ayant leur résidence en Suisse et qui exercent une activité dans le secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont exonérées de la contribution économique territoriale, ce qu'on appelle la CET. Ça, c'est pas nous qui l'avons voulu, c'est une décision entre l'État français et l'État suisse. Cette exonération de CET bénéficiait à 17 entreprises, dont 4 importantes, vous les connaissez comme moi, Jet Aviation, Suisse, AMAC et Basler Service en particulier. Et a entraîné une perte de recettes significative pour les collectivités concernées. Il y en a 3. La nôtre, évidemment, Saint-Agglomération, mais aussi le conseil départemental devenu CEA et la région Grand Est. Et en ce qui concerne l'impact, eh bien, c'est à peu près 2 tiers chez nous, le tiers restant se répartissant entre la CEA et la région. L'accord fiscal prévoit une compensation versée par l'État aux collectivités à partir de 2018 d'un montant fixé à 3,2 millions d'euros, donc comme je l'ai dit, 2 tiers pour nous, c'est-à-dire 2,2 millions d'euros, ce qui est évidemment une somme extrêmement conséquente pour notre budget. Cette compensation est prélevée par l'État sur le montant de l'impôt sur les sociétés acquittées par l'EAP et non pas les entreprises concernées. Déjà, quelque chose de relativement difficile à comprendre. Cette dotation n'est pas prélevée sur ce que payent les entreprises, mais sur ce que paye l'EAP. Signification distinctive, évidemment, importante, puisque, quand on sait ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire, eh bien, si c'était les entreprises qui étaient concernées, évidemment, la dotation ne serait pas impactée comme elle est impactée par rapport à l'impôt sur les sociétés payé directement par le REPOR. Cette compensation est largement imparfaite. Elle a été calculée à partir des produits de CET retrouvés par l'État pour l'année 2016, et non pas le produit fiscal total au titre des bases taxables, d'où une sous-évaluation de l'ordre de 800 000 € par an. Soit à peu près, au lieu des 3,2 millions, ça devrait être 4 millions au départ. C'est déjà ceci. Elle est revalorisée en fonction de l'inflation, plus 1% en 2019 et 1,2% en 2020, mais sans tenir compte de la forte croissance des bases taxables, notamment les nouvelles installations et le développement des sociétés concernées. Elle est arbitrairement assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés versées par l'UAP au titre de l'année N-1, avec un plafond, comme je l'ai dit, à 3,2 millions d'euros, mais pas de plancher. Donc, on ne peut pas aller plus loin que 3,2 millions, mais on peut toucher moins, voire rien du tout. Entre 2017 et 2020, l'IS versé par l'EAP est largement supérieur à ces 3,2 millions. C'était entre 8 et 9 millions. Quand on avait effectivement 7 millions, 8 millions, 9 millions de passagers, eh bien, il y avait à peu près 8 à 9 millions d'euros qui étaient prélevés au niveau de l'impôt sur les sociétés de la société Euroairport. Et évidemment, nous ne touchions que 3,2 millions. Que devenait le reste? Eh bien, le reste était partagé entre l'État français et l'État suisse, en fonction des accords qui avaient été passés en 2017. Pour 2020, et probablement aussi pour les exercices 2021, 2022 et 2023, la compensation versée par l'État serait égale à 0, en raison de l'absence d'IS versée par l'EAP. Évidemment, l'EAP a fait un déficit de l'ordre de 18 millions d'euros, me semble-t-il, par rapport à l'année 2020, ce qui est parfaitement compréhensible. Encore une fois, quand vous avez une chute du trafic de l'ordre de 70%, voire même plus, et il est tout à fait normal, évidemment, qu'il n'y a plus d'impôt sur les sociétés parce qu'il n'y a plus de bénéfices. Et, pire que cela, comme l'impôt sur les sociétés, effectivement, le déficit peut être reporté, même s'il devait y avoir une reprise, il y en a une légère en 2021 et on espère mieux en 2022, avec le report des déficits, il n'y aura toujours pas d'impôt sur les sociétés payées. Et comme il n'y a pas d'impôt sur les sociétés payées, il n'y aura pas de dotation derrière non plus, si on ne bouge pas. Bien, les actions engagées. Alors, ça c'est important aussi, évidemment, nous savons ça depuis un petit bout de temps.
Mais nous ne savons pas exactement à quelle sauce nous allons être mangés. D'où, dès le mois de février 2021, c'est-à-dire avant que nous approvions le budget, SLA a interrogé le préfet, puisque c'est monsieur le préfet qui nous informe du montant de la dotation annuellement. Nous avons donc interrogé le préfet sur le montant de la compensation fiscale qui sera versée en 2021 au titre de 2020. La réponse n'est intervenue oralement que le 6 juillet. Il fallait entre-temps qu'on vote le budget, c'est ce qu'on a fait, et évidemment on a prévu cette recette. Ça me semblait tout à fait normal. On ne va pas anticiper tout de suite, ah non, on n'aura probablement rien, donc on ne met rien. Si on avait fait ça, ça veut dire qu'on peut vivre sans cette dotation. Or, comme vous avez pu le voir, on ne peut pas vivre sans cette dotation. Surtout si cette dotation ne devait plus être versée pendant plusieurs années. Donc, elle précise qu'aucune compensation n'est due pour l'exercice 2021, et pendant l'été, SLA a mené une démarche auprès des services de Bercy, sans résultat immédiat, ce qui est normal, puisque Bercy ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain, dire oui, il n'y a pas de souci, on vous donne ce que vous demandez. Ça ne peut se faire que par l'intermédiaire de la loi de finances, hein, c'est le chapitre suivant, et c'est pour ça, effectivement, que nous avons mis les parlementaires, tant députés et sénateurs du territoire, au courant de cette situation. J'ai évidemment aussi échangé à plusieurs reprises sur le sujet avec Mme Pluquette pour que cette situation soit revue dans le cadre de la loi de finances rectificative 2021 qui est actuellement en cours d'étude dans l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et donc le projet d'amendement proposé par SLA a pour objet de cristalliser le montant de la compensation à 3,2 millions d'euros hors inflation. Et bien entendu, si nous ne devions pas y arriver par la voie de la concertation, eh bien, nous nous réservons l'éventualité d'une démarche contentieuse qui est étudiée avec notre cabinet d'avocats, puisque nous avons pris un avocat fiscaliste dans le cadre de la préparation de l'amendement qui est à présenter d'abord au Sénat. Nous avons souhaité passer par la voie du Sénat pour la commission des collectivités territoriales, et qui pourra effectivement être prise en compte après par l'Assemblée nationale, puisque comme vous le savez, c'est l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot par rapport à ce qui vient d'être expliqué. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Déjà que vous ayez tous l'information, qui pour le moment n'est pas bonne, mais évidemment, nous faisons tout pour qu'elle redevienne bonne. Et aujourd'hui, je ne peux rien vous dire de plus que l'amendement est en cours de dépôt, donc va être examiné dans les prochains jours au niveau du Sénat, et nous en saurons plus, probablement encore avant la fin du mois de novembre. Ensuite, il faut, même si le Sénat, évidemment, accepte cet amendement, que cet amendement soit accepté aussi, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'argumentaire, mais par rapport à ce que je vous ai dit préalablement, tous les interlocuteurs, je tiens à le souligner, tous, y compris M. le Préfet d'ailleurs, il comprend que la situation est totalement, comment est-ce que je vais dire ça, atypique, hein, par rapport à ce que l'on connaît par ailleurs. Donc tous les interlocuteurs trouvent totalement inacceptable que nos trois collectivités, en l'occurrence 5 agglomérations en particulier, vu l'importance de la somme en jeu, ne puissent pas être versées à l'agglomération du fait, encore une fois, d'une loi qui a été très mal rédigée au départ. Je souligne au passage, parce que c'est extrêmement important aussi, et je parle sous le contrôle de Gaston Latchat et de Claude Danner, notre feu président était avec M. Latchat et avec M. Danner à Paris à l'époque, au début 2018, mais pas du tout pour une réunion de concertation, c'était une réunion d'information, on leur a expliqué, voilà à quelle sauce vous allez être mangé. Ce qui est totalement illégal. Puisqu'à partir du moment où vous attendez quelque part aux recettes des territoires, aux recettes des collectivités locales, vous devez avoir un avis. Pas forcément le consentement, mais au moins un avis. Et le conseil communautaire aurait dû se prononcer là-dessus. Or, ni le conseil communautaire s'est prononcé là-dessus, le conseil départemental non plus, et la région Grand Est non plus, puisqu'on ne les a pas demandés. C'était un accord binational entre la Suisse et la France. Moi, je le veux bien, mais si ça se fait sur notre dos, c'est tout simplement pas acceptable. Donc,
vu cette situation, nous avons adapté notre budget supplémentaire en fonction de la réalité du moment. Quelle est la réalité du moment? 1. On garde en recette la dotation de 2,3 millions d'euros. Il est hors de question de l'enlever. Parce que nous en avons besoin, non seulement pour vivre en 2021, mais surtout les années prochaines. 2. Si nous ne gardons que la recette, mais nous ne mettrons pas en provision une dépense de ce montant, notre budget n'est évidemment pas sincère au vu de ce que nous savons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, vous voyez apparaître un tableau concernant plus particulièrement l'épargne de gestion, où je vais dire quelques mots là-dessus aussi, puisque au niveau du bureau comme au niveau de la conférence des maires, et bien évidemment la question était comment est-ce qu'on est passé d'une situation financière satisfaisante en 2019 à une situation très compliquée en 2021. Mais tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs faits qui ont évidemment largement grevé nos recettes, voire aussi augmenté nos dépenses. Je ne vais pas commenter le tableau en détail, mais je peux vous dire que, évidemment, en ce qui concerne les recettes, nous en avons eu beaucoup moins au titre du produit des domaines, comme on les appelle. Par exemple, et notamment, eh bien, les transports, mais aussi et surtout les piscines. Par contre, nous avons eu toute une série de dépenses supplémentaires concernant les transports également. Alors, d'une part, parce que, eh bien, il fallait aider notre concessionnaire par rapport au fait qu'il y a des moments où il ne pouvait pas rouler ou il roulait et il y avait beaucoup moins de clients que d'habitude dans les bus. Et il y a eu un effet, je dirais, un effet symétrique, dans le sens où, en 2019, rappelez-vous, nous avons souhaité, et c'est tout à fait normal, augmenter le fait que nous puissions avoir des bus, notamment sur Kems, sur Sirens, afin effectivement que la population de Saint-Louis-Agglomération, dans la partie la plus importante, là où il y a le plus d'habitants concernés, puisse avoir des déplacements réguliers, ce qui évidemment a un coût. Ceci s'est mis en place au plus mauvais moment, mais on ne pouvait pas l'arrêter parce que c'était ainsi décidé. On ne pouvait plus l'arrêter, ou en tout cas très difficilement. Le matériel était présent, les personnels étaient présents. Il fallait donc faire rouler ces bus, et est arrivée la crise du Covid. C'est, au niveau des chiffres, très impactant. Si vous faites le total des dépenses supplémentaires, si vous ajoutez les recettes minorées, si vous ajoutez le coût de massue que représente évidemment la dotation au niveau de l'Euro-Effort, vous arrivez effectivement facilement à expliquer pourquoi nous passons de 5 millions d'autofinancement à uniquement de l'amortissement en 2021. Ça s'explique parfaitement. Si vous voulez, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, moi j'ai des questions là-dessus. Est-ce que je suis clair? Apparemment oui. Donc, en ce qui concerne la construction du budget 2021, du budget supplémentaire 2021, l'équilibre de la section de fonctionnement peut être obtenu en minorant les dépenses des services et en diminuant les attributions de compensation versées aux communes membres de 365 000 €, soit 1,5% des 24,4 millions, en réduisant le virement de la section d'investissement à zéro, c'est-à-dire moins 1,632 millions d'euros, 1 632 000 très exactement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment, quand nous avons su que de toute façon, d'ici le 9 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, nous n'avions pas de réponse définitive concernant l'obtention ou non de cette dotation. Il fallait, je le répète, que notre budget soit sincère. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à ce qu'on diminue autant que faire se peut les dépenses de fonctionnement, quitte à aller à zéro au niveau de l'autofinancement autre que l'amortissement, et évidemment qu'on diminue aussi
les dépenses d'investissement, puisque au niveau de l'autofinancement, eh bien, il n'y en a plus, en tout cas pas à la hauteur de ce qui était prévu. Mais même en diminuant, parce que vous allez voir, il y a un certain nombre de postes, je vais passer rapidement en revue après, on ne pouvait pas diminuer les dépenses. Et malheureusement, les recettes n'allaient pas en augmentant. Donc le point d'ajustement qui a été proposé, puisque vous le savez, dans le cadre de notre budget, nous avons ceci de particulier, que plus de 24 millions d'euros ne font que transiter dans nos comptes. Ils arrivent effectivement en recettes, mais ils repartent en dépenses, puisque c'est évidemment les attributions de compensation qui sont versées aux communes, qui recevaient directement cet argent avant que la collectivité SLA soit celle qui doit effectivement obtenir les recettes et les redistribuer en fonction de ce qui a été décidé. Donc, ce que je proposerai ce soir, c'est que pour les communes, toutes les communes sont concernées par l'attribution de compensation, mais évidemment à des échelons très divers. La plus importante, c'est Saint-Louis. La moins importante est concernée pour quelque chose, au niveau des 1,5%, c'est à peu près 28 €. Donc c'est vraiment très peu significatif. Bien évidemment, cette diminution d'attribution de compensation fait en sorte que nous arrivons à équilibrer la section de fonctionnement, quitte à avoir, encore une fois, 1 632 000 €, 1 632 000 € de moins en recettes d'investissement, et donc là aussi à diminuer les dépenses, toujours concernant le budget principal. Avec un autre objectif, je tiens à le souligner, interdit de toucher au fonds de concours des communes. Donc le million du fonds de concours des communes reste au niveau du million. Par contre, vous allez le voir, nous avons aussi, je dirais, purgé un petit peu les comptes, parce qu'on s'est rendu compte, encore une fois, eh bien, qu'il y avait peut-être des sommes qui étaient inscrites au niveau du budget, notamment partie investissement, qui allaient filer en report, tout simplement parce que le projet avait pris du retard, ou parce que le projet n'était pas suffisamment avancé, ou parce que le projet, effectivement, ne pouvait absolument pas être fait avant peut-être même 2023. Eh bien, nous avons effectivement sensiblement diminué ces dépenses, parce que avoir du report à partir du moment où on est dans la situation comme nous la connaissons, ça n'a pas de sens. Et dernière précision, avant de voir les chiffres plus en détail, ça me paraît important aussi, évidemment ces attributions de compensation qui vont être diminuées au titre du mois de décembre 2021 seront reversées aux communes dès lors que nous aurons l'obtention de la dotation de leur accord. Je ne vois pas pourquoi les communes seraient, entre guillemets, pénalisées à partir du moment où l'agglomération peut compter sur cette recette comme elle a compté sur cette recette en mars 2021. Que les choses soient claires. Voilà. Toujours pas de questions? Alors, on peut passer aux principaux chiffres. Je vais aller assez vite. Donc, au niveau du fonctionnement, malgré tout ce que je vous ai dit, nous avons une augmentation des dépenses et des recettes de 222 400 €. Nous avons une diminution au niveau des investissements de 1 553 400 €, ce qui nous fait un budget total de moins 1 333 000 €. Alors, comment est-ce que ça se passe? Au niveau des recettes de fonctionnement, vous avez les recettes fiscales et les dotations, évidemment pas celles de l'Eurobond, qui sont en augmentation de 390 000 €. Certaines à la baisse, d'autres à la hausse, mais en tout, ça fait 390 000 €. Au niveau du produit des services, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a quelques hausses, mais il y a beaucoup de baisses. Nous enlevons 180 800 € parce que nous n'arrivons pas à les recouvrer. Les opérations d'ordre, c'est relativement insignifiant. Nous arrivons donc à 220 400 € en plus, soit 0,32% de l'ensemble, puisque l'ensemble, c'est un petit peu plus de 68 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses maintenant, nous avons une augmentation des charges générales de 243 400 €. Alors, qu'est-ce que c'est que cette augmentation? Elle est principalement liée donc au traitement, pas à l'enlèvement, au traitement des déchets ménagers, parce que les prix là aussi augmentent. Il y a aussi divers ajustements, comme vous avez l'habitude de le faire dans le cadre de vos budgets respectifs, en fonction des besoins, donc pour l'ensemble des services.
Et en résumé, on arrive effectivement à une augmentation des dépenses totales de 243 400 €. Cette augmentation est contrebalancée par une diminution donc, de 422 000 € au niveau des atténuations de produits. Alors, les atténuations de produits, qu'est-ce que c'est à ce niveau-là? Eh bien, nous avons donc, Dieu merci, une bonne nouvelle, comme les communes aussi, c'est-à-dire que nous payons moins de PIC que prévu, à peu près 7% de moins, ce qui rentre là-dedans. Et bien entendu, l'essentiel de cette somme, c'est les 365 000 € dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc des contributions de compensation au Covid. C'est là-dedans qu'elle figure. Et ensuite, nous avons aussi des autres charges de gestion qui diminuent elles aussi de 224 600 €. Alors, il y a des participations et des subventions complémentaires, celles-là ne diminuent pas, elles augmentent de presque 122 000 €. Mais par contre, il y a aussi des minorations de subventions inversées, elles qui diminuent sensiblement de l'ordre de 346 000 €. Pourquoi? Eh bien, il y a déjà 172 500 € de minoration des versements dans le cadre du transport scolaire. Ben, c'est normal parce qu'il y a beaucoup moins de transport scolaire. Donc, il y a moins de subventions à verser et du coup, eh bien, ça fait effectivement une diminution de 172 500. Ça ne veut pas dire que les communes payent ça de leur poche. On est bien d'accord. Il y a une diminution de 30 000 € au niveau de la participation du syndicat du Technoport. Ça, c'est tout à fait normal dans la mesure où le syndicat du Technoport est en train de vivre ces derniers mois, ou ces dernières semaines même. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, d'abonder le budget du Technoport, alors que ce syndicat va disparaître à l'horizon de début 2022. Nous avons aussi une diminution assez sensible de 60 000 € d'ajustement des aides suite à la mise en place des nouveaux contrats de DSP enfance et jeunesse. Ça, c'est lié au fait, effectivement, que dans le cadre de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie, là, nous avons pu trouver effectivement des prestataires qui nous demandent moins d'argent pour ces services, et ce moins d'argent, c'est quand même 60 000 €, ce qui n'est pas négligeable. On est bien content, effectivement, de pouvoir les intégrer là-dedans. Voilà pour l'essentiel, d'où viennent les 346 000 de diminution. Il y a encore 24 000 de minoration de la subvention attribuée à la CCI pour le plan d'action commerce et le marketplace. C'est évidemment quelque chose qui est entendu avec eux. Et c'est là l'essentiel. Il y a plusieurs autres sommes, mais qui sont beaucoup plus petites. Ensuite, donc, nous arrivons aux charges financières, qui diminuent de 61 000 €. Ça, c'est quelque chose de réjouissant aussi. Les charges exceptionnelles, j'en parle pas, c'est complètement anecdotique. Et donc, nous avons une dotation provision qui est de 2 232 000, ce qui fait une opération, un ensemble d'opérations réelles de 1 776 000. Vous enlevez le virement qui était prévu, les fameux 1 632 000, vous rajoutez encore 76 000 € de dotation aux amortissements, vous arrivez effectivement à un total d'opération de 1 556 000 en négatif. Voilà en ce qui concerne la partie fonctionnement. Avez-vous des questions, chers collègues? Je suis désolé de rentrer un petit peu dans les détails, mais ça me paraît important parce que je peux vous dire que et je ne suis pas le seul, ce souci terrible de la dotation de l'Euro-Effort nous mine tous et nous mine aussi. Il faut qu'on trouve une solution, il n'y a pas d'autre choix. Passons maintenant aux recettes d'investissement. Très brièvement. Est-ce qu'on peut les voir? Oui. Donc, les subventions d'investissement sont en diminution de 367 400 €. Alors, ces subventions d'investissement, ce sont tout simplement des subventions qui peuvent être diminuées parce que, encore une fois, nous n'aurons pas besoin de cet argent d'ici début 2022. L'autofinancement, lui, est en recul de 1 556 000, et vous savez d'où ça vient, puisque je l'ai expliqué au niveau de la section de fonctionnement. Et les opérations patrimoniales, ce sont des opérations d'ordre, donc on les trouve en recettes et en dépenses, 360 000. Voyons maintenant les dépenses. Les dépenses, nous avons un remboursement de la dette de plus 407 000 € à prévoir, donc ils sont inscrits là-dedans. Nous avons des subventions d'équipement de plus 90 000 €, c'est principalement pour les bailleurs publics, vous allez le voir tout à l'heure, il y a encore toute une série de demandes
Et il faut bien trouver l'argent pour compenser ce qui est demandé et ce qui est obligatoire, je le souligne au passage. Ça passe au Conseil, même si on dit non, on paye quand même. Ça, c'est la spécificité, n'est-ce pas, de la réglementation française parfois. Voilà, les autres sommes sont beaucoup plus anecdotiques. Nous avons par contre, au niveau des transports publics, une diminution donc de 72 000 € concernant les équipements réseau, distribution et accessibilité des bus. Là aussi, nous avons grignoté dans la mesure où on estime que ces 72 000 € ne sont pas nécessaires au titre de l'année 2021 et même pas au titre du début de l'année 2022. On peut donc s'en passer. Les déchets ménagers sont en diminution de 67 000, avec quand même une augmentation de 75 000 pour du matériel roulant, parce qu'on ne rigole pas quand il faut travailler, il faut du matériel, et donc il faut effectivement que nos agents puissent disposer de matériel qui soit opérationnel. Il ne faut pas prendre le risque de dire qu'on ne peut plus ramasser des déchets parce que nos véhicules ne fonctionnent pas. Les conteneurs et bacs sont en diminution de 70 000 parce que tout simplement on ajuste à la baisse parce qu'on a peut-être prévu un peu large. La construction déchetterie ouest, par contre, est augmentée de 53 000 €. C'est un minimum pour pouvoir continuer le travail à ce niveau-là. Par contre, il y a des travaux de VRD au centre technique à la déchetterie de Kem-Sirène et Sirène-Sébatonheim qui, elles, sont en diminution. La voirie est en augmentation de 99 000 €. Le tourisme, alors oui, est très fortement impacté puisqu'on enlève 534 000 €. Mais c'est tout simplement, là aussi, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une atteinte aux pistes cyclables, qui reste un objectif prioritaire de ce mandat qui a déjà été décidé par l'ancienne équipe en place avant 2020. C'est tout simplement, en tout cas en ce qui concerne les deux grosses sommes, c'est-à-dire la piste cyclable du canal de Huningue et la piste cyclable de l'Aymen, c'est que ces travaux ne peuvent plus se faire cette année. Clairement pas. On ne va absolument rien dépenser de ce qui était prévu. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas besoin de garder de l'argent dans la mesure où cet argent, au moins jusqu'à mi-2022, ne servira pas. C'est la raison pour laquelle on désinscrit ces crédits. En ce qui concerne le patrimoine, on enlève également presque 485 000 €, dont 102 000 pour la maison du Vervac, 200 000 pour les pépinières d'entreprise à Saint-Louis, et pour la ZAE, donc à l'Outside, 150 000. Même cause, même effet. Ce n'est pas parce qu'on enlève cette somme que ces projets, évidemment, disparaissent. Mais encore une fois, ces sommes ne sont pas nécessaires dans le cadre du budget supplémentaire. Et vous le savez bien, pour la sincérité du budget, il faudra que les restes à réaliser soient les moins importants possibles. Or, vous allez voir, il en reste encore pas mal. On continue au niveau des études. Là, c'est 357 000 en moins, avec néanmoins un petit plus pour la ZARDELIS, parce qu'on a beaucoup avancé sur ce projet, et il faut donc l'amender pour que nous puissions continuer. L'étude déchetterie ouest peut être diminuée de 103 000. L'étude de transfert de propriété de la route du CIPES de 50 000, et le parc des carrières de 87 000. Les autres sommes, vous les voyez apparaître, je ne vais pas toutes les détailler. Le service des sports diminue lui aussi de 418 000, avec des travaux à la piscine couverte à Village Neuf de 276 500 en moins, et le COSEC et salle multisport à Village Neuf, 193 600, toujours pour les mêmes raisons, en rajoutant encore une, c'est que parfois on s'est rendu compte, Dieu merci pour nous, on avait prévu un petit peu trop d'argent, et quand les travaux se terminent, on n'a pas besoin d'utiliser tous les crédits. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Voilà, nous arrivons à l'administration générale, puisque en ce qui concerne cette page-là, j'en ai terminé. L'administration générale, vous voyez, elle participe aussi, avec moins 251 700, dont notamment moins 247 800 pour tout ce qui est mobilier, logiciel, matériel informatique, acquisitions diverses, qui peuvent être sensiblement reportés encore un petit peu. Par contre, au niveau de l'aménagement du pôle de proximité de Haguenau, là, il nous faut 61 000 € en plus, et on les met, pour qu'on puisse continuer ce qui doit y être fait. Toutes les autres sommes sont beaucoup plus anecdotiques concernant la médiathèque, la promotion de la langue régionale, l'animation jeunesse, les relais assistance maternelle, les multi-accueils. Si vous n'avez pas de questions sur ce sujet-là, je vous propose de passer.
Nous arrivons aux opérations d'ordre dont j'ai déjà parlé tout à l'heure pour arriver à un équilibre du budget, donc à moins 1 553 400 €. J'ai terminé la présentation du budget principal. Chers collègues, avez-vous des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'approuver ce budget, évidemment, qui sera remodifié dans le cadre de l'approbation du budget primitif en fonction, je l'espère, des bonnes nouvelles que nous allons avoir les prochaines semaines. Je tiens à le souligner, c'est extrêmement important. Qui est-ce qui est contre l'approbation de ce budget? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité, et je vous assure que je vous en remercie parce que j'aurais infiniment préféré, comme vous d'ailleurs, eh bien, vous présenter un budget qui soit beaucoup plus souriant, florissant et qui permette des perspectives d'avenir heureuses. Cela dit, je suis un impénitent optimiste et je suis persuadé que l'avenir est heureux quand même si nous devons passer deux doubles moments compliqués, la crise et le AP, qui est tout simplement aussi dans le cadre de la crise. On ne vient pas me dire que le AP irait mal s'il n'y avait pas la crise du Covid, ce n'est pas vrai, tout le monde le sait. Bien, budget supplémentaire, rassurez-vous, ça va être très vite. Donc, en ce qui concerne le premier de ces budgets supplémentaires, c'est-à-dire l'assainissement en DSP, on vous propose pour l'exploitation plus 60 000 en dépenses recettes, plus 20 000 en investissement, ce qui fait un total de 80 000. Alors, pourquoi ces modifications? Tout simplement, effectivement, il est question, par exemple, en ce qui concerne les recettes de primes d'épuration supplémentaires, en ce qui concerne les opérations de dépenses, des travaux légèrement supplémentaires, il est donc normal que nous ajustions les dépenses et les recettes en fonction de ce que nous voyons au niveau de la réalisation telle que nous la connaissons en novembre. Êtes-vous d'accord avec cela? Pas de souci, on peut continuer. Donc, l'assainissement en régie. Alors là, c'est un petit peu plus conséquent, puisque en dépenses recettes, en exploitation, nous sommes à 294 659. En investissement, à moins 52 454, toujours en dépenses et en recettes. Pareil, toujours les mêmes explications. Ce sont effectivement des travaux sur les réseaux, des travaux de branchement, plus ou moins nombreux, qui font que, eh bien, on ajuste les sommes. Ça n'a absolument rien à voir avec la crise. Ce sont des budgets annexes qui sont bien différents, entre guillemets, du budget principal. Ce qui nous fait un budget total de 242 205. Toujours pas d'objection de votre contraire? Merci. On passe à l'eau potable maintenant, mais en DSP. Là, l'exploitation est en diminution de 121 000, mais l'investissement est en hausse de 250 000. Encore une fois, les mêmes explications par rapport aux travaux qui sont prévus, par rapport aux branchements qui sont prévus, etc. Le budget total, lui, est en augmentation de 129 000, évidemment, dépenses recettes, puisque c'est indispensable. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à l'eau potable, cette fois-ci en régie. Donc, au niveau de l'exploitation, nous sommes à 357 276. Donc là, il y a des bonnes surprises, notamment en ce qui concerne les pompes d'eau. C'est pour ça que c'est une augmentation de ce type-là. En investissement, 486 677 également en hausse. Pareil, alors là, il y a une subvention de l'agence de l'eau qui vient de se rajouter. Et évidemment, il y a aussi des travaux sur les eaux et des branchements supplémentaires, ce qui permet d'équilibrer évidemment la section d'investissement, avec un budget total de un petit peu moins de 844 000 €. Pas de vote contraire? Pas d'abstention? Merci. Nous arrivons aux déchets ménagers. Alors, il s'agit des déchets ménagers qui ne concernent que l'export du sous-l'eau. Je le rappelle, le restant est traité au niveau du budget principal. Donc, plus 23 100 en dépenses recettes au titre de la section d'exploitation, plus 5 000 au titre de la section d'investissement, ce qui fait une toute petite somme de 28 100 € par rapport à 1 872 487 € du budget primitif 2021. C'est en plus le dernier budget, effectivement, puisque celui-ci sera intégré au budget principal l'année prochaine. Et enfin, là, pardon, quelqu'un qui compte aux questions,
Abstention, ce n'est pas le cas. Donc la pécuniaire d'entreprise pour finir. Là, nous avons plus 14 300 euros donc en section d'exploitation et moins 163 000 en investissement, mais comme il s'agit que d'une écriture d'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux financier au sens strict du terme, je ne ferai pas d'autres commentaires, et nous en sommes donc à 177 300 euros de chiffre global au niveau de ce budget annexe. Avez-vous encore des questions? Peut-on approuver ce dernier budget? Quelqu'un qui contre? Abstention? J'essaie de rattraper le temps que j'ai pris pour le budget principal, parce que vous l'avez compris, hein, le budget annexe, c'est pas que c'est insignifiant, parce que les sommes, vous le voyez bien, hein, ce sont souvent des sommes assez conséquentes, mais effectivement, ça s'explique beaucoup plus facilement que la gymnastique que nous devons faire sur le budget principal par rapport à tout ce qui nous arrive. Bien. Nous pouvons passer, si vous voulez bien, au point 3, qui va être très rapide, puisque là, j'ai parlé de fonds de concours tout à l'heure. Évidemment, les communes travaillent, je les en félicite. Elles travaillent, elles ont droit à des aides. Et donc, une fois de plus, eh bien, il y a 5 communes, pardon, qui peuvent avoir une aide. Alors, je ne vais pas le couvrir en détail. Hein. Pour l'Ibernsulaire, c'est 529,06 €. Pour Steinbrunn-le-Haut, c'est 29 136,50 € pour financer l'installation d'une chaufferie biomasse. Pour Stetten, c'est 550 € pour l'installation d'un jeu de bascule. Pour Valvac, c'est 7 478,60 € pour du renouvellement des éclairages publics. Et pour Reinsulaire, c'est 30 927 € pour financer des travaux d'efficacité énergétique au clubhouse du stade. Voilà, et puis la première somme, donc à Liebenswiller, c'était pour financer le renouvellement de l'éclairage public de la rue des Églantines. Je pense que personne n'est contre que nous puissions mettre en paiement ces fonds de concours afin que les communes, évidemment, soient remboursées de leurs dépenses. Oui, pardon. Oui, par contre, je n'ai pas le document sous les yeux. Pour revenir sur le point 2.1. Alors, c'est bien le RPR. C'est entre le budget supplémentaire et les. Oui, c'est le point 2.1.2. Alors, est-ce qu'on va en dire un petit peu? Alors, enfin, c'est la provision pour risque qui est proposée. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vais reprendre les documents. Alors, où les ajouts qui sont là. Donc, cette provision pour risque que vous voyez apparaître en section de fonctionnement partie dépenses. Voilà. Alors, elle est très exactement. Alors, je ne vois pas apparaître sur la feuille que j'ai là. Elle est de combien exactement? Donc c'est les 2 millions. C'est les 2 232 000, c'est ça. 2 232 000 dont je vous ai parlé. Donc effectivement, évidemment, on ne peut que l'approuver à partir du moment où tout le budget est construit là-dessus. Hein, mais bon, ils ont une délibération spécifique. Je pense que vous êtes d'accord, évidemment, que nous l'inscrivions. Si on ne devait pas l'inscrire, de toute façon, tout le budget que je vous ai présenté, ça refait. Évidemment. Personne n'y voit d'objection. Désolé d'avoir oublié ce point qui était noyé dans la masse, effectivement. Merci, monsieur le DGS, de nous faire des choses dans l'ordre. Alors, il vaut mieux faire que jamais. Bien, ensuite, nous passons à la fixation du montant de la table GEMAPI pour l'exercice 2026. Donc, par délibération du 26 septembre 2018, la SLA a instauré la table GEMAPI applicable sur l'ensemble de son territoire. Et compte tenu des données financières budgétaires disponibles, le bureau propose au Conseil ce soir une somme de 159 667 € à verser au syndicat mixte du Sud-Oriental. C'était 152 760 € en 2021, ça fait donc une augmentation de 4,5%. Je rappelle que cette somme est payée par les entreprises et par les particuliers au titre des taxes locales. Vous voyez apparaître la ligne quand vous recevez le charmant document envoyé par le fisc en octobre-novembre.
et 1772 € pour le syndicat mixte de Lille, exactement la même chose que l'année dernière. Pas de soucis par rapport à ça? Merci. Ça me permet de souffler un petit peu puisque je peux passer la parole pour le point 5 à ma collègue Pascal Schulliger. Pascal, c'est à toi. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit ce soir d'adopter en fait l'attribution de subventions dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville du quartier de la gare à Saint-Louis. Alors c'est une délibération classique. Chaque année, effectivement, il y a un appel à projet qui est lancé par l'État, la ville de Saint-Louis et Saint-Agglomération pour soutenir financièrement les porteurs de projets qui profitent en fait à la population de ce quartier. Je vous rappelle que voilà, nous agissons sur les thématiques du développement économique et de l'emploi, la formation, l'accès à l'information et aux droits, mais aussi l'ingénierie nécessaire à la mise en œuvre de ce contrat de ville. Alors aujourd'hui, voilà, nous attribuons des subventions pour 4 actions. L'une concerne le centre socio-culturel avec le lieu d'accueil parents-enfants. Nous complétons la subvention qui a été accordée initialement pour arriver aux 11 000 euros qui étaient prévus. C'est vaste. Ensuite, la mission locale qui intervient également au profit des jeunes de ce quartier, pour une action en faveur de l'estime de soi et puis en lien avec bien sûr un accès à l'emploi, aux entretiens d'embauche. Ensuite, nous avons une action de soutien en faveur du tri des déchets, mais une action aussi en faveur du public jeune pour une sensibilisation au tri et à la lutte contre les encombrants. Et enfin, une subvention pour le comité communal d'action sociale de Saint-Louis, qui participe également à des actions en faveur de la mobilité et de l'insertion professionnelle. Voilà, nous arrivons à un total de 8 623 €. Et donc, on vous demande d'approuver l'attribution de ces subventions qui me permettre de signer les documents y afférents. Tout à fait. Merci. Voilà. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Vous avez peut-être une question? Ce n'est pas le cas. Je vous en remercie. Merci Pascal. On passe au point 6, autorisation de signer les marchés composites. Pardon, je vais remettre le micro, ce sera plus simple. Et accord cadre relatif à l'entretien des bâtiments de SLA pour les années 2022 à 2025. Mes collègues de la commission d'appel d'offres savent de quoi il est question, puisque nous avons vu ça dernièrement. Nous avons lancé une consultation sous forme d'un appel d'offres ouvert en vue de conclure des marchés pour l'entretien de ces bâtiments pour les années, je vous l'ai dit, de 2022 à 2025. Le marché est conclu pour une première période d'exécution à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et il pourrait être tacitement reconduit par 3 fois pour une durée de 12 mois à chaque reconduction. Suite à la mise en œuvre de la consultation susmentionnée, la commission d'appel d'offres réunie le 27 octobre a attribué les différents lots aux entreprises suivantes. Alors pour le lot 1, il s'agissait de l'entretien et du nettoyage des bâtiments gérés par la direction du patrimoine. La partie forfaitaire annuelle s'élève à 84 340,68 €. Et pour la partie amont de commande, nous en sommes à un maximum de 50 000 annuels. Et c'est l'entreprise Honnête Service de Mulhouse qui a remporté ce marché. Le lot 2, c'est l'entretien des nettoyages des bâtiments du service des déchets ménagers. Là, nous en sommes à une somme forfaitaire de 37 161 €. Et nous avons une partie à bout de commande, pareil, pour un montant maximum de 50 000 €. Et là, c'est l'entreprise Paul Thierin de Absheim qui a obtenu ce marché. Le lot 3, entretien nettoyage des bâtiments du service des sports. Ce lot a été déclaré sans suite et sera relancé ultérieurement selon une procédure d'appel d'offres ouvert. Donc, pas attribué. Lot numéro 4, entretien nettoyage des bâtiments du secteur du pays de Sirens. Donc pour la partie forfaitaire, nous en sommes à 43 682,98 €. Et toujours pour la partie à bon de commande, maximum de 50 000. Là, c'est encore l'entreprise Honnête qui a remporté ce marché. Pour le lot 5, nous avons l'entretien et nettoyage des sites de la porte du Sous-Nouveau,
avec une partie forfaitaire à 63 750, 50 000, et là c'est l'entreprise Samsic de Sausheim qui a été la mieux-disante. Et enfin, pour le dernier lot, les prestations ponctuelles d'entretien et de nettoyage. Alors, pour la partie forfaitaire, il n'y a rien de prévu, puisque, encore une fois, c'est des interventions ponctuelles. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de régulier. C'est quand d'autres ne peuvent pas faire que là, on intervient. Et donc, du coup, la partie en commun est beaucoup plus importante, puisqu'elle passe là à 100 000 €. Et là, c'est Samsic qui est également donc retenu pour ce lot-là. Avez-vous des questions? Quelqu'un est-il contre cette attribution de marché? Abstention? Il n'y en a pas. Merci pour les entreprises retenues. Alors, la ZAC de l'OMISPAC, approbation du compte-rendu annuel à la collectivité. Alors, je ne vais pas tout vous lire là non plus. Donc, en application de la loi NOTRe et d'une délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2017, la gestion de la ZAC Euroispark, anciennement Welschenschlag, pour ceux qui parlent encore l'alsacien, a été transférée à SLA depuis le 1er janvier 2017. Ces autres activités économiques avaient été initiées par la ville de Saint-Louis en 2004 et son aménagement concédé à la Sagel. Donc, vous avez l'explication de ce que veut dire Sagel derrière. Au 1er janvier 2017, Saint-Louis Agglomération s'est substituée à la ville de Saint-Louis dans le cadre du traité de concession signé par la Sagel. Le bilan financier prévisionnel actualisé au 31 décembre 2020 fait apparaître un résultat bénéficiaire estimé à 404 773 €. Ça, c'est une heureuse nouvelle. Il reste inchangé par rapport à l'exercice précédent lié à la réévaluation des travaux de finition différés en fin d'opération. Et donc, il est proposé au Conseil communautaire de prendre connaissance de ce compte rendu d'activité. Sauf si vous avez des questions complémentaires, je vous propose évidemment de l'approuver. Ce n'est pas le cas. Merci là aussi. On peut passer au point numéro 8. Alors ça, c'est la déclaration d'intention de coopération transfrontalière pour le projet du Zubringen Parkraum et le contournement de Ezingt-Egenheim. Ça, c'est un autre point important sur lequel nous travaillons beaucoup à l'heure actuelle. Et je me permets là de prendre un tout petit peu de temps parce que c'est important déjà pour aujourd'hui et c'est surtout important pour les années qui viennent. Le projet de contournement routier de Ezingt-Egenheim consiste à créer une voie de liaison parallèle à l'A35 reliant la RD 105 au sud de l'Euro-Airport Bâle-Mulhouse à la frontière suisse au niveau de la zone d'activité Parkraum à Allschwil. Il est envisagé que cette voie se raccorde au futur projet Tsuba, le Zubringen Parkraum Allschwil, à la hauteur du poste frontière à l'extrémité sud de la rue de Bâle au niveau de Egenheim. Le projet de contournement permettra de délester le trafic de transit des pendulaires dans les centres urbanisés des communes de Ezingt, Egenheim et Saint-Louis-Bourgfelden et de créer un accès aux futures zones de développement économique à Egenheim, à proximité de la frontière suisse. Le coût de ce projet et des mesures d'accompagnement prévues dans les 3 communes concernées est évalué à 24 millions d'euros, si vous préférez 25 millions de francs suisses. Pour sa part, le projet Tsuba pour Zubringen Parkraum doit connecter la rocade nord de Bâle, qui relie actuellement l'autoroute suisse A3 au réseau autoroutier français A35, au quartier du Parkraum d'Allschwil, comme vous l'avez vu en annexe. Cette liaison ambitionne principalement d'améliorer l'accessibilité du pôle d'innovation scientifique d'Allschwil, dont le développement porte le nombre d'emplois de 6 à 10 000 dans les toutes prochaines années. Vous y voyez déjà plein de rues et plein de bâtiments qui sont en cours de construction. Mais également de réduire le trafic de transit dans le tissu urbain bâlois. Et donc cette infrastructure présente un intérêt déterminant pour le devenir de ce secteur ouest de l'agglomération bâloise. Constatant la convergence dans le temps et dans l'espace des projets de la rocade d'Allschwil et du contournement routier d'Ezingt-Egenheim, le canton de Bâle Campagne, Saint-Louis Agglomération et la collectivité européenne d'Alsace ont décidé de coopérer dans l'objectif d'assurer la cohérence entre ces 2 opérations, dont chacune participe à la réalisation d'un maillon du niveau routier cible de l'agglomération trinationale de Bâle, au contact de la frontière franco-suisse.
En 2017, une première convention de coopération a été signée entre les cantons de Bâle et de Campagne et le conseil départemental du Haut-Rhin, ainsi que la communauté d'agglomération des Trois Frontières, afin de structurer la coordination des études à travers la mise en place d'une organisation de projet. Dans le cadre des études préliminaires pour le Tsuba, plusieurs variantes du projet ont été étudiées. Elles empiètent de manière plus ou moins importante sur le territoire français. La variante privilégiée, un tunnel sous le territoire de la ville de Bâle, d'environ 1350 mètres, et le réaménagement complet de quelques 700 mètres de l'actuel RD 12B2 rue de Bâle à Egenheim, qui appartient au domaine public de la collectivité européenne d'Alsace, se traduisent par son élargissement, sa caractérisation en voie urbaine, et le coût du projet Tsuba, attention, nos amis suisses qui n'ont pas de main morte, est de 370 millions de francs suisses. C'est pas 37, hein, c'est bien 370. Ouais, quand on est à Bâle, on ne fait pas les choses en petit. Sur le plan administratif et juridique, plusieurs scénarios ont également été étudiés. L'hypothèse la plus commune est celle de l'application de la compétence exclusive de la CEA. Dans ce cadre, la CEA aurait pu conclure une convention de coopération transfrontalière avec les autorités suisses, suivie d'un contrat de co-maîtrise d'ouvrage avec le canton de Bâle-Campagne. En considérant que l'élargissement de la R12B2 se développe pour l'essentiel dans son emprise actuelle et en partie dans le prolongement de celle-ci, qui devrait justifier l'entière compétence de la nouvelle collectivité. Toutefois, la R12B2 réaménagée se raccorde directement au dernier tiers de la trémie de sortie du futur tunnel, et ce raccordement n'est pas sans poser de multiples problèmes, notamment en termes de compétences d'entretien et de sécurité au regard de la réglementation relative à la sécurité des tunnels et des infrastructures linéaires. En considération de complexité qui aurait nécessité pour leur résolution une harmonisation des législations et réglementations françaises et suisses, qui restent aujourd'hui à parachever, le canton de Bâle-Campagne, qui en appelle au soutien de la Confédération suisse, normal quand on voit les seconds jeux, souhaiterait s'attacher la maîtrise complète de cette voie, tant pour ce qui concerne les travaux que pour son entretien. Quand on voit l'état de la voie aujourd'hui, il y a effectivement de l'entretien fait. Hein. Sa gestion et l'exercice de la souveraineté sur son emprise. Ceci supposerait, c'est au conditionnel, mais ceci supposerait un déplacement de la frontière franco-suisse de quelques mètres le long de la rue de Bâle à Egenheim. En fait, il faudrait aller du trottoir qui est côté ouest vers le trottoir côté est, ce qui représente exactement la rue de Bâle, sur une longueur, me semble-t-il, de 700 mètres, si ma mémoire est bonne, et ce qui représente à peu près une superficie de 1 hectare. Mais il s'agit évidemment de déplacement de frontières qui est demandé. Et quand il y a un déplacement de frontières nationales qui est demandé, vous imaginez bien que ce n'est pas nous qui pouvons décider ça ici, ou nos amis de Bâle-Ville ou de Bâle-Campagne, ça passe forcément par Paris et par Berlin. Donc si je le dis, c'est que je dis aussi que nous avons effectivement fait une demande dans ce sens auprès de M. le préfet du Haut-Rhin, qui a transmis le dossier à la cellule diplomatique, comme ça s'appelle, de la préfecture de région, et qui est en train d'instruire le sujet avant, évidemment, de passer le sujet au ministère des Affaires étrangères. Et les armées suisses font exactement la même chose du côté de Berne. Ainsi, afin de définir les conditions cadres de la coopération et le financement des prochaines phases des deux projets, il est proposé de signer une déclaration d'intention entre le canton de Bâle-Campagne, la CEA et nous. Une déclaration d'intention. Rien de moins, rien de plus. C'est une déclaration d'intention. Les principales dispositions de cette déclaration d'intention sont les suivantes. Les parties s'engagent en premier lieu à faire leur possible pour l'aboutissement des deux projets. D'une part, la mise au point et signature d'ici fin 2022 d'une convention de coopération pour le financement, la construction, la propriété, l'entretien du futur Tsuba et du contournement de Egenheim jusqu'à l'obtention des autorisations nécessaires à leur réalisation. Le paiement par le canton de Bâle-Campagne d'un premier acompte à fonds perdu, si après 50 ans plus loin, ça ne pourra plus nous être redemandé,
de 800 000 francs suisses pour mener les études du contournement Ézin-Gegenheim jusqu'à la DUP, déclaration d'utilité publique. Et le lancement de la demande de déplacement de la frontière franco-suisse auprès des autorités compétentes. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Dans un second temps, la déclaration d'intention prévoit le versement par le canton de Bâle-Campagne à SLA d'une contribution de 25 millions de francs suisses pour la réalisation du contournement de Ézin-Gegenheim et des mesures d'accompagnement sous réserve que les deux projets aient obtenu les autorisations administratives de réalisation, ça paraît normal, la procédure de déplacement de la frontière soit suffisamment avancée et considérée comme fiable, le Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne ait validé le financement pour la réalisation du Tsuba et le versement des 25 millions à 5 agglomérations, les éventuelles contributions de la Confédération helvétique, projet d'agglomération de Bâle, au titre du contournement Ézin-Gegenheim, soient restituées au canton de Bâle-Campagne si les dépenses totales du contournement et des mesures d'accompagnement restent inférieures à 25 millions. Il me semble logique aussi. Et donc, le Conseil de communauté réuni ce soir est invité à approuver le projet de déclaration d'intention, je le répète encore une fois, c'est une déclaration d'intention par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Je souhaitais vous dire l'intégralité de la délibération, parce qu'évidemment, même si on travaille avec les Suisses, c'est absolument pas neutre. Je vois qu'il y en a qui me suivent encore tout ça. Merci. Non, mais j'ai pitié de vous, parce que c'est vrai que c'est pas franchement drôle. Avez-vous des questions, chers collègues? Ou êtes-vous complètement avachi par tout ce qui vous déferle dessus là depuis à peu près une heure, un peu plus? Encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Hein. C'est un sujet que nous travaillons effectivement depuis plusieurs années. Je me tourne plus particulièrement évidemment vers Pascal, vers Thomas et vers Gaston. C'est un sujet de toute première importance pour nous. Effectivement, et pour être complet, dans un premier temps, il n'était pas question de déplacement de frontières. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le territoire, on peut effectivement se rendre compte, et d'ailleurs M. le préfet lui-même, je l'ai emmené, hein, parce que la préfet, il n'aime pas les déplacements de frontières, il faut comprendre ça. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais il est vrai que quand on se rend sur site, on se rend bien compte que ça serait logique de faire un déplacement à cet endroit, et chose qui n'est pas encore notée dans ce document, puisque c'est une déclaration d'intention, les Suisses sont également prêts à faire un retour vers la France, c'est-à-dire que si la France acceptait de déplacer la frontière à cet endroit, les Suisses verraient comment ils pourraient déplacer la frontière à un autre endroit, opportun évidemment, mais cette fois-ci dans le sens du bénéfice pour la France. Ça, c'est quelque chose qui est neuf, puisque ça date d'il y a quelques mois, pas quelque chose qui a été discuté depuis bien longtemps, et qui évidemment est entendu avec une certaine satisfaction par les autorités de l'État. Alors ne me demandez pas où, parce que pour le moment je m'en sais fiche. Mais en tout cas, là aussi, un travail est en cours pour voir où on pourrait. Alors c'est un hectare, hein, c'est pas 15 km². Je le rappelle au passage également. Est-ce que vous seriez d'accord que nous lancions que nous approuvions cette déclaration d'intention? Je le répète, il ne s'agit absolument pas d'une décision, c'est une déclaration d'intention, mais qui, encore une fois, a des conséquences qui sont évidemment très intéressantes pour nous aussi, parce que avoir le contournement de Ézin-Gegenheim payé par la partie suisse, ce n'est pas un avantage négligeable. Imaginez, au niveau de la CEA, au niveau de SLA, ce que nous devrions payer nous si nous devions le faire, c'est effectivement une économie qui serait extrêmement sensible et qui permettrait, c'est quand même ça l'essentiel, de désengorger sensiblement un lieu de plus, mais un lieu également où la circulation est particulièrement délicate. Oui. Et qui le deviendra de plus en plus. Et qui, de toute façon, ici, malheureusement, hein, si on ne fait rien, et on le voit bien, la situation ne s'améliore pas. Nous sommes, paraît-il, attractifs, je veux bien le croire. Encore faut-il derrière qu'à force d'être attractifs, nous ayons les moyens
de faire en sorte que nos concitoyens puissent se mouvoir dans des conditions acceptables. Alors, je vous propose de faire un petit peu de gymnastique parce que le point est important, et c'est pour que nous approuvions cette déclaration d'intention. Merci de vous manifester. Quelqu'un est-il contre? Je ne vois personne. Quelqu'un s'abstient-il? C'est à l'unanimité là aussi. Sincèrement, là aussi du fond du cœur, merci beaucoup parce que c'est un sujet qui n'est pas facile, qui est très compliqué à faire comprendre aux autorités de l'État. Et je comprends encore une fois que les passeports frontières, ça ne s'étudie pas tous les jours ni tous les mois, mais pas tous les ans. C'est un sujet quelque part aussi d'autorité, préservation du territoire national. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça là-dedans. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est une des composantes, et qui me paraît effectivement recevable. C'est recevable, et c'est d'autant plus recevable, effectivement, si les Suisses, là où le sujet peut se présenter, d'avoir un retour de l'ordre d'1 hectare sur le terre qui pourrait devenir territoire français. Merci en tout cas. Bien, nous passons au point numéro 9. Cette fois-ci, une série d'interventions de la part de notre collègue Philippe Billy. Je lui donne la parole. Monsieur le Président, chers collègues, nous nous sommes engagés il y a quelques années maintenant dans le plan climat, air, énergie territoriale, dont on avait voté le diagnostic en conseil communautaire, vous vous en souvenez sans doute. Nous nous sommes également engagés dans la démarche Synergie, qui est une démarche transversale, globale, nous devant permettre d'atteindre nos objectifs en matière de transition énergétique et de limitation des gaz à effet de serre. Suite à cela, nous avons pu contractualiser un premier contrat avec l'Agence de l'eau, rappelez-vous, un contrat très transversal qui concerne plusieurs services. Et on en arrive aujourd'hui à la possibilité de signer un deuxième contrat, cette fois non pas avec l'Agence de l'eau, mais avec l'ADEME, qui nous a intégrés dans ses radars au regard de la démarche projet, de la démarche d'excellence dans laquelle nous sommes engagés. Nous serions ainsi retenus avec 8 autres collectivités du Grand Est, donc seulement 9 collectivités, pour signer un contrat d'objectif territorial visant à nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans la démarche Synergie. Alors il s'agit d'un contrat très transversal mené sous forme d'une démarche projet pour lequel nous avons dû faire la danse du ventre avec un comité de pilotage transversal et sur la base d'un diagnostic, nous avons dû nous projeter pour nous rendre séduisants auprès de l'ADEME. Cette réunion a eu lieu le 14 septembre. Les compétences de l'ADEME sont infinies. Je n'étais pas le danseur, nous avons dansé collectivement, et c'est avec plusieurs collègues et sur la base d'un diagnostic que nous avons proposé des projets à l'ADEME. Le premier concerne l'économie circulaire. Vous savez que nous avons, on l'a vu dans la vision d'avenir de nombreux projets, c'est un projet qui est porté par Gaston, avec notamment le projet de ressourcerie, recyclerie, et avec évidemment la limitation de la quantité de déchets produits, mais également toute la démarche d'écologie industrielle qui est engagée avec Actefo, avec le monde économique, ou encore la démarche liée à la commande publique et co-responsable qui est également menée dans nos services. Ça serait le premier volet de ce contrat. Le deuxième volet, c'est évidemment l'engagement dans la démarche Synergie, tout simplement d'atteindre nos objectifs. Rappelez-vous que nous avons fixé à 50% du référentiel d'ici la fin de ce cycle. Le troisième, et ça c'est nouveau et où il nous faut progresser encore, c'est l'engagement dans le volet mobilité durable. C'est un aspect qui est porté par Pascal, où nous aurions là un poste dédié au développement de projets de mobilité durable au sein de notre réseau, avec un plan mobilité, la réalisation, Vincent, rassure-toi, de nos 15 km de pistes cyclables, même si on en a annulé, elle serait dans le contrat et on ne toucherait l'argent que si on a réalisé
nos 15 km de pistes cyclables, ou encore la création d'un partenariat avec un opérateur vélo pour l'aménagement d'un parking vélo et une location de vélo aussi au niveau de la plateforme plurimodale qu'est la gare de Saint-Louis. Et enfin, cher Bernard, tout un volet formation, communication envers différents publics et à travers différents médias proposés. Nous avons eu la bonne nouvelle suite à notre danse du ventre, visiblement ça a plu, puisque l'ADEME nous a confirmé qu'à l'occasion du comité de pilotage, elle a validé ce projet de convention avec un ticket d'entrée minimum de 75 000 €, mais qui peut aller jusqu'à 300 000 € si nous réalisons l'ensemble des objectifs prévus dans le contrat. Ce qui vous est proposé ce soir, chers collègues, c'est d'approuver la signature du contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, dont vous avez eu l'intégralité dans le projet de délibération, d'approuver la création du poste de chargé de mission mobilité durable pour un contrat de 3 ans pour accompagner les différents objectifs qui sont dans ce contrat, d'approuver évidemment les engagements exposés dans l'annexe technique qui vous a été jointe à la présente délibération, de s'engager à mettre les actions prévues au contrat, et enfin d'autoriser Monsieur le Président à solliciter l'aide de l'ADEME et à signer tous les documents nécessaires à la finalisation du contrat. Voilà, chers collègues, je suis évidemment à votre disposition, et comme on est en mode projet, le comité de pilotage a été ouvert largement. Il s'agit là d'une démarche transversale qui devra nous permettre d'atteindre très concrètement nos objectifs climat-énergie de manière partagée, transversale. Merci pour cette présentation. Philippe, avez-vous des questions à notre vice-président par rapport au point qu'il vient d'exposer? Quelqu'un qui contre? Je ne pense pas. Hein. Des nouvelles d'avancée? D'abstention? Non plus. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier évidemment Philippe, non seulement de la danse du ventre, mais surtout de tout le travail mené depuis de très longs mois, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant dans les doigts. Et vous le savez bien, quand on fait un travail comme ça, il y a Philippe évidemment, mais il y a toute une équipe autour de lui. Et je tiens à remercier vraiment l'ensemble des intervenants afin d'avoir eu effectivement ce succès auprès de l'ADEME qui va nous aider. Hein, c'est une aide vraiment significative qui n'est pas accordée à tout le monde, Philippe vous l'a dit. Et donc, je crois effectivement que ça mérite des remerciements. Je suis heureux que ce travail est abouti à cette solution. Merci encore. Nous restons chez Philippe avec la collecte et la valorisation des certificats d'économie d'énergie, donc la convention de partenariat, cette fois-ci avec les communes membres. Il s'agit là, chers collègues, d'une délibération un peu plus classique, hein, puisque vous savez que la loi POC de 2005 a obligé les fournisseurs d'énergie à valoriser ce qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie qui peuvent être réalisés dans les communes. Alors, il s'agit d'une démarche extrêmement technocratique, hein, il y a plus de 100 fiches sur lesquelles on peut noter les économies d'énergie réalisées, et les obligés sont tenus de rémunérer les économies ainsi réalisées aux différentes communes. La difficulté, c'est qu'il faut atteindre un certain seuil pour pouvoir être remboursé. Et ce qui vous est proposé ce soir, afin que les 40 communes de l'aglo puissent en bénéficier, c'est évidemment de mutualiser au niveau de l'aglo et au niveau de nos services la collecte de vos économies d'énergie, avec un accompagnement qui est fait par notre service. Vous aide à remplir les fiches, on va chercher les crédits qui sont ensuite redistribués aux communes. Je rappelle que lors des 3 derniers exercices, hein, c'était 54, 56 et 50 000 euros, un peu plus de ces montants qui ont été collectés et reversés aux communes. Donc c'est un service qu'on rend à ces communes. Il vous est proposé de renouveler cette convention pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Et évidemment, sachez que 70% donc, du montant est reversé aux communes, le reste étant utilisé pour le traitement des dossiers. Il vous est proposé ce soir de renouveler cette convention. Je pense qu'il n'y a pas de soucis, questions, ce n'est pas le cas. Donc là aussi, merci beaucoup. Et on reste encore pour le point 11 chez Philippe. Alors, nous avions déjà évoqué ce sujet. Rappelez-vous, il s'agit là de la grille tarifaire des bornes de recharge pour véhicules électriques que nous avons mis en place au sein de Saint-Louis Agglomération. Il y avait un abonnement de 12 €, on avait une centaine d'abonnés initialement, et les recharges étaient gratuites. Nous avons, à l'occasion
du renouvellement de la concession lors d'un précédent conseil communautaire à Huningue, souhaitait rendre à présent payant ces recharges, tout simplement. Il ne s'agit pas de raser gratis ad vitam aeternam. Vous avez vu la situation financière dans laquelle on se trouve, et il est tout à fait normal de faire contribuer les usagers du service. Il s'est avéré qu'à l'usage, on s'est rendu compte que certains ajustements seraient nécessaires. Et c'est ce qui vous est proposé ce soir. En fait, 3 ajustements nécessaires. Le premier concerne certaines bornes de recharge qui ne sont pas adaptées à des véhicules. Et certains véhicules, la majorité des véhicules sont adaptés à une charge lente. Or, on appliquait des tarifications qui n'étaient pas adaptées. Ce qui est proposé, c'est qu'on adapte pour l'ensemble des véhicules un tarif qui soit attractif. Et deuxièmement, on permet la recharge la nuit. Vous savez que la charge lente, ça met quand même un certain temps, avec une facturation qui s'arrête une fois que le véhicule est rechargé. Et évidemment, ça permet d'être plus efficient. Et enfin, après, ce sont vraiment des détails, mais qui ont été présentés à la commission environnement, climat et énergie, qui a l'unanimité à donner un avis favorable à ces modifications qui vous sont proposées ce soir, et je vous ai proposé de valoriser, sachant évidemment qu'on continuera à suivre en lien avec les usagers qui sont abonnés sur l'efficience de ces démarches. En tout cas, depuis qu'on a cédé à un DSP, le suivi, c'est plus nos services qui doivent faire la facturation. Et je crois qu'on a là aussi amené un gain en termes d'énergie de nos services qui peuvent se consacrer au CE et reverser les CE aux communes plutôt que de tarifer 3 € à un Néerlandais qui est passé pendant 5 minutes recharger son véhicule sur une borne de Saint-Gall. Voilà, chers collègues, ce qui vous est proposé ce soir. Merci Philippe. Avez-vous des questions par rapport à ce que Philippe vous a présenté? Quelqu'un est dit contre? Abstention? C'est donc à l'unanimité là aussi. Merci également. Pour les points 12 et 13, parlant d'assainissement et d'eau, je passe la parole à notre collègue Thierry Witzler. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir à tout le monde. Je vais être assez rapide sur le point 12, car comme vous le voyez, on reprend un certain nombre d'éléments que nous avons votés ici même en 2019, dans la perspective de la prise de compétences eau et assainissement pour les 40 communes, et que nous avons ensuite voté encore le 11 mars 2020. Je ne vais pas les reprendre individuellement, mais ce sont tout simplement un certain nombre d'éléments que vous avez listés dans votre projet de délibération qui permettent de faire fonctionner nos 2 services. Alors vous allez me dire, mais quoi de nouveau? Ce qui s'est passé cette année, vous vous en souvenez certainement, nous avons eu des délibérations qui ont pris en compte et entériné la dissolution des 2 derniers syndicats qui existaient encore sur notre territoire, à savoir le syndicat pour l'assainissement de l'Auxiliaire et le syndicat d'assainissement et d'eau potable de Schlierbach. Et il nous faut donc, de manière très administrative et très française, prendre une délibération qui confirme que pour les communes qui étaient concernées dans ces 2 syndicats, eh bien, les mêmes règles que pour toutes les autres communes vont s'appliquer à partir du moment que c'est Saint-Louis Agglomération qui reprend ces 2 compétences au sein de ces communes. Et il s'agit donc des communes de Geilspitzel, Lanzer, Schlierbach, Steinbrunn-le-Haut et Waltenheim. En gros, c'est enfin la concrétisation sur les 40 communes du même régime. Voilà. Et donc, il nous est proposé d'approuver ces dispositions et d'autoriser le président à signer tous les documents. Donc, vous l'avez compris, c'est purement administratif et formaliste. Mais il faut le voter. Il faut, absolument. Merci Thierry pour cette présentation. Pas de questions? Personne n'est contre? Personne s'abstient? Merci. On peut continuer avec le point 13. Oui, alors la 13e proposition, celle-là est un peu plus complexe. Il s'agit en fait de la mise en enquête publique, de la révision d'un arrêté qui concerne le puits de captage. Et en l'occurrence, il s'agit des captages P1 et P2 bis à Barthenheim, l'HEC. En l'occurrence, le précédent arrêté remonte à 1974, donc ça date un petit peu. Pour preuve, j'étais même pas né, donc je vais vous dire, ça date un petit peu. Entre-temps, ou à l'époque, il y avait 2 puits qu'on appelait le P1 et le P2, sans surprise, pour le puits numéro 1 et le puits numéro 2. Pour des problèmes de quantité, notamment, et un effondrement en décembre 2012, le P2 a été abandonné au niveau du Baquero, l'ancien syndicat d'eau.
Et un deuxième forage a été fait à côté, qui s'est donc appelé sans surprise, non pas le P3, mais le P2 bis, puisqu'il était juste à côté, qui a été achevé en décembre 2013. De revoir les périmètres de captage. Un dossier complet a été préparé, avec notamment l'avis de l'hydrogéologue, M. Jaillard, qui date un petit peu, mais qui a été pris en compte. Le projet d'arrêté préfectoral est lui également joint au dossier. Et ce qui vous est proposé ce soir, mes chers collègues, c'est de valider le projet de révision. La carte voilà, est affichée à l'écran, avec les différentes zones de protection. De révision donc à enquête publique, puisque ça fait partie des obligations légales, et enfin d'autoriser M. le Président à signer les documents nécessaires aux différentes démarches. Merci. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui est contre? Abstention? Merci beaucoup. Merci. Bien. Rassurez-vous, chers collègues, il ne reste plus que 18 points. Vous avez tous le plaisir de vous présenter. Donc on va essayer d'aller vite. Alors, en ce qui concerne le bail à construire avec l'association orale pour la création d'un centre de dialyse, donc par délibération du 18 novembre 2020, le Conseil de communauté a approuvé la conclusion d'un bail à construire avec l'oral. Donc l'association d'utilisation du rein artificiel, en vue de l'implantation d'une unité de traitement par dialyse sur des terrains communautaires localisés en limite sud-ouest du parking de la clinique sur le territoire de la commune de Ézin. Ce bail doit être assorti à la conclusion d'un acte constitutif de servitude nécessaire à la réalisation du projet entre SLA et Oral, la délibération d'origine prévoyant uniquement la constitution de servitude de passage. Celle-ci doit être complétée afin de prévoir la constitution de servitude de toute nature, et la durée de l'acte constitutif de servitude sera adossée à la durée du bail, soit 40 années. Donc, à l'heure actuelle, aucune servitude n'est inscrite au livre foncier, et il convient donc de prévoir toute servitude nécessitant la réalisation du projet, qu'il s'agisse de servitudes qui profiteront au bien de l'oral ou au profit de Saint-Louis-Agglomération. C'est donc un document, enfin c'est une délibération qui nous permet effectivement d'ajuster ce qui manquait jusqu'à présent, mais qui ne change en rien l'investissement du projet, qui est d'ailleurs en cours de réalisation, comme vous pouvez le voir si vous passez à côté de la clinique ces derniers temps. Je pense que personne n'est contre, personne ne s'abstient. C'est le cas, je vous en remercie. Alors, point 15, c'est la signature d'une convention portant sur les interventions pédagogiques du service de promotion de l'Alsacien. Normalement, si Philippe était là, ça serait lui qui présenterait ça, mais il est en vacances, le Roshomme. Donc, les communes de Marchetape-le-Bas, Marchetape-le-Haut, Balbart, Cézingue et l'association des petits moustiques gérant l'ASH du même nom situé à Marchetape-le-Haut ont souhaité conclure avec l'État un projet éducatif du territoire, un PEDT, ça s'appelle, incluant le dispositif plan mercredi. Je ne vous lis pas tout. Le PEDT des 4 communes précitées et de l'association des petits moustiques contient notamment un projet alsacien en lien avec le projet des écoles, afin de promouvoir l'Alsacien en accueil collectif de mineurs et de sensibiliser les enfants au patrimoine culturel et linguistique local. Ce projet sera mené en coopération avec le service promotion de l'Alsacien de Saint-Louis-Agglomération, qui collabore avec les écoles et les accueils de loisirs sans hébergement du territoire, en proposant donc des interventions pédagogiques autour de la langue régionale par l'intermédiaire de 2 animatrices ayant un agrément de l'éducation nationale. Et dans ce cadre, il est prévu que SLA soit partie prenante à la convention. Voilà, je m'arrêterai là, vous avez l'essentiel. Je pense que ça ne pose problème à personne. Pas de questions, pas de vote contraire, pas d'abstention. Merci. Alors, ressources humaines, mise en place du règlement intérieur de la formation de Saint-Louis-Agglomération. Là non plus, je ne vais pas tout lire parce que c'est relativement complexe. Donc, je prends simplement, je vous ressors l'essentiel de la délibération. Le règlement intérieur de la formation fixe les droits, règle les conditions dans lesquelles s'inscrit toute action de formation suivie par les agents de SLA, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur.
Ce règlement précise que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la fonction publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut, titulaire, stagiaire ou contractuel. Et vous avez effectivement les différents objectifs qui sont suivis à ce titre-là. Ce règlement intérieur a également pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du plan de formation de la collectivité tout en conciliant deux exigences. D'une part, assurer le droit à la formation des agents et d'autre part, assurer la continuité et la qualité du service public. Et c'est pourquoi le règlement intérieur de la formation de 5e génération consacre tout un préambule à sa politique de formation. Donc vous avez des détails sur la suite du document. Il précise également que les modalités de mise en œuvre du compte personnel de la formation, qu'on appelle le CPF, les actions prioritaires éligibles et les modalités d'instruction, les demandes d'utilisation du CPF en partie 2, et enfin ils sont indiqués les modalités d'exercice du droit à la formation en partie 3 et les modalités de remboursement des frais de déplacement applicables selon chaque type de formation en partie 4. Aussi, après information des membres du bureau et avis favorable du comité technique en date du 7 octobre, il est proposé au Conseil de communauté d'approuver ce règlement intérieur de la formation tel que présenté et évidemment d'inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif qui seront inscrits annuellement au budget comme il se doit. Nous avons M. Eric Zimmer qui est avec nous ce soir et qui peut nous donner évidemment toute précision concernant ce règlement intérieur, maintenant ou plus tard. Avez-vous des questions? Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut considérer ce règlement comme approuvé? Quelqu'un qui contre? Abstention? Merci beaucoup. Alors, on reste toujours au niveau des ressources humaines, cette fois-ci pour la fixation des modalités de mise en œuvre et de prise en charge des frais de formation dans le cadre du compte personnel de formation. Alors, depuis le 1er janvier 2017, le compte personnel de formation CPF s'est substitué au dispositif du droit individuel à la formation, ce qu'on appelle le DIF, pour l'ensemble des agents de la fonction publique. Pareil, je ne vais pas tout vous lire. Selon l'article 27 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, les employeurs publics sont désormais tenus d'informer chaque agent sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au CPF lors de l'entretien professionnel qui a lieu, donc évidemment, tous les ans. Cette obligation d'information est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, donc tout récemment. Il est proposé de fixer les modalités de mise en œuvre et de prise en charge financière du CPF comme suit. D'une part, pour les actions éligibles prioritaires, l'agent utilise son CPF pour accéder à la qualification, pour accéder à une promotion, pour effectuer une mobilité professionnelle, pour s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle. Je ne vais pas vous lire tout le reste, je pense que vous avez déjà pris connaissance. Par contre, en ce qui concerne la deuxième partie, la prise en charge financière de l'accompagnement, vous avez là les différentes sommes. Quand est-ce que c'est pris en charge à 100%, à 75%, à 50%, évidemment en fonction des coûts liés à ces formations. En troisième, vous avez la procédure de prise en compte des demandes. Et là non plus, je ne vais pas vous dire l'intégralité de ce qui est écrit dans le projet de délibération. Si vous n'avez pas de questions, évidemment, on fait des choses, je dirais, dans les règles de l'art. On ne va pas raconter la cinquième roue du carrosse, mais on s'inspire de ce qui se fait ailleurs. On l'adapte évidemment avec nos agents par rapport à ce qui peut être adapté localement. Et en résumé, pour une fois que je participe évidemment avec quelques-uns de mes collègues aux réunions du comité technique, c'est-à-dire qu'on a la chance que ça se passe bien. Chacun est à l'écoute de l'autre. Les demandes ne sont pas farfelues, je dois le reconnaître, et je remercie d'ailleurs les membres du comité technique, et notamment du collège salarié. C'est une discussion qui est généralement de très bon niveau, et quand on a un argument pour dire non, ils comprennent pourquoi on dit non. Donc ce qui nous est proposé, c'est vraiment un travail synthétique. Je remercie d'ailleurs Eric et le service des ressources humaines pour tout le travail qui est mis, parce que je peux vous dire que ça mobilise les gens beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose là aussi d'approuver ce point. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Merci.
Le point 18. Alors là, normalement, c'est Jean-Paul Meyer qui devrait vous présenter toute une série de points. Je vais aller le plus vite possible et j'en profite pour souhaiter bon rétablissement à Jean-Paul, qui a une petite hospitalisation qui était prévue. Donc, j'espère que très bientôt, il sera de nouveau parmi nous. Alors, une garantie d'emprunt pour Aléos. Donc, Aléos sollicite la garantie de SLA pour l'obtention d'un prêt d'un montant de 2 270 000, faisant partie d'un prêt global de 3 270 000 contracté auprès de la CDC. Ce prêt est destiné au financement de la réhabilitation, extension de la résidence sociale située 1-10 place de la Gare à Saint-Louis. Et le contrat donc, est constitué de 2 lignes de prêt. D'une part, 1 520 000 donc, qui est sur le PAM CEB à titre spécifique, et l'autre de 750 € qui est sur le PAM Éco-Prêt. Voilà. Le délibéré, vous l'avez derrière, hein, sur le document. L'Assemblée délibérante de Saint-Louis accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le fameux montant de 2 270 000, avec les conditions. Et évidemment, le Conseil de communauté s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. C'est tout à fait normal quand on est caution. Dieu merci, on a fait venir extrêmement rarement, pas du tout, et c'est tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas de souci, d'autant plus qu'on est, comme dit, on est un peu contraint et obligé. Ensuite, vous avez exactement la même chose au point 19, mais cette fois-ci pour le million complémentaire. Donc je ne vais pas tout relire, hein, c'est exactement la même chose, mais avec des formulations un petit peu différentes, puisque le prêt est là légèrement différent. Pas de souci? Merci. Le point 20, alors, attribution de subvention pour la réalisation d'études préalables à l'engagement de travaux, donc ça concerne l'ANA. Et là, une demande de subvention a été adressée à SLA représentant un montant de 3 724,92 €. Les crédits correspondants ont été inscrits à l'article 65-74 de la fonction 700 du budget primitif SLA, voté le 7 avril dernier. Alors, vous voyez de quoi il s'agit. Il s'agit de Saint-Louis, 5-7 rue Charles Péguy, donc la résidence Péguy. Nombre de logements 36, le montant prévisionnel de 12 416 et le financement demandé à Saint-Génération est de 3 724,92 €. Pas d'objection? Pas d'abstention? Merci. On passe toujours à une attribution à l'éolien d'une subvention de 32 100 €. Vous comprenez pourquoi au niveau du budget, hein, pour les bailleurs sociaux, on a dû monter un petit peu les sommes, parce que c'est vrai que le logement social, et ma foi, je peux le comprendre, hein, vu la situation de certaines communes, le logement social est en plein développement au niveau de notre agglomération. Et évidemment, ça a un coût, et quand ça a un coût, on vient voir qui peut payer. Donc, attribution à l'éolien d'une subvention de 32 100 € pour la construction de 16 logements à Blotzheim. Donc, il s'agit de crédits correspondants qui relèvent de l'article 20-422 de la fonction 700 du budget de Saint-Agglomération, toujours le même, et la subvention allouée fera l'objet d'une convention bipartite entre Néolia, évidemment, et nous-mêmes. Encore une fois, c'est quelque part un but. On peut difficilement y échapper, mais surtout si on veut que le logement social puisse se développer sur notre secteur, puisque vous le savez, nous sommes dans un certain nombre de communes largement encore dans une situation à les rattraper. Ensuite, pas de questions, hein, je continue. L'attribution à Saint-Louis Habitat, cette fois-ci au point 22, d'une subvention de 21 000 € pour l'acquisition en VFA de 11 logements sociaux. Alors ça se passe rue Bavet à Kels. Et donc là, Saint-Louis Habitat a déposé une demande de subvention pour l'acquisition en VFA de 11 logements sociaux à Kels, conformément toujours aux mêmes règles. Eh bien, on vous propose d'attribuer cette subvention de 21 000 €. Pas d'abstention, pas de vote contraire. On continue encore. Alors, cette fois-ci, nous passons au niveau de la petite enfance. Donc, cette fois-ci, c'est les rapports d'activité. Alors là, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents rapports d'activité, puisqu'ils ont été vus longuement par la CSPL qui a été réunie, je crois, la semaine dernière, de mémoire.
Et donc, vous avez d'une part le rapport d'activité 2020 concernant la petite enfance, point 23. Vous avez l'eau potable, point 24. Vous avez l'eau potable encore, mais cette fois-ci, donc en 24, c'était le rapport annuel du délégataire, alors que le point 25, c'est l'adoption sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Au niveau du point 26, vous avez l'assainissement, également le rapport du délégataire. Le point 27, c'est l'assainissement, et là vous avez le rapport sur le prix et la qualité du service, donc public d'assainissement collectif et non collectif. Et puis c'est tout comme les autres. Donc ça, c'est les différents rapports d'activité. Je ne pense pas que vous avez envie que nous y plongions parce qu'on va y être encore à minuit. Mais, sachez, chers collègues, si dans ces rapports d'activité, il y a une question qui vous inquiète, il y a un sujet qui vous préoccupe, vous avez toujours la possibilité de nous en parler. Le plus simple, c'est de s'adresser au service concerné qui pourra évidemment vous en faire le plus rapide retour possible. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Et encore une fois, ces rapports d'activité, les membres du CSPL l'ont vu, sont extrêmement bien faits, vont dans le détail, et franchement, si vous avez des questions, vous y trouverez pratiquement toujours la réponse. En ce qui concerne, donc, et il y a encore, pardon, j'ai oublié, il y a les déchets ménagers aussi, c'est pareil, sur le prix et la qualité du service, et ça c'était le point 28. Est-ce que j'en ai fini? Non, il y en a encore un. Pour les transports urbains, voilà, mais cette fois-ci je crois que je suis arrivé au bout. Oui, parce qu'on avait 6 ou 7. Ensuite, nous sommes arrivés, yes, on a rattrapé un peu. Donc en point 30, vous avez le compte rendu des décisions qui ont été que j'ai prises. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à toutes les décisions que j'ai été amené à prendre ces dernières semaines. Ça ne semble pas être le cas. Et donc on arrive au point 31. Moi j'en ai un point divers. Voilà. Et je sais que Thomas a également une information à nous donner tout à l'heure, donc ne quittez pas la salle tout de suite. Donc, chers collègues, avant de nous quitter, je souhaitais vous informer que le président de la République, donc M. Emmanuel Macron, s'est exprimé à propos du stationnement illicite des gens du voyage lors de la clôture du Beauvau sur la sécurité, et c'était le 14 septembre dernier. Vu ce que nous subissons depuis des années, et souvent 52 semaines sur 52 sur le territoire de notre agglomération, je vous propose d'envoyer au président de la République un courrier afin que nous devions, nous aussi et au plus vite, un des territoires d'expérimentation de la mise en place de ces amendes forfaitaires portant sur l'installation illicite sur le terrain d'autrui. Puisqu'il est question de cela. Alors à l'heure actuelle, il y a Lille, Marseille, quelques autres grandes collectivités qui sont concernées. Mais ça m'étonnerait qu'à l'île Marseille et d'autres endroits, on est aussi dérangé par un certain nombre de gens du voyage que ceux qui nous ennuient, de rester polis, à longueur de jour et de nuit, sur certaines communes notamment. Je continue, je termine. De plus, je propose également de faire une copie à l'ensemble de nos parlementaires afin de les sensibiliser au fait que la loi, très protectrice pour cette catégorie de notre population, devient malheureusement une véritable arme d'impunité pour toutes celles et ceux qui n'entendent pas respecter ne serait-ce que les règles de base indispensables à toute vie en société. Autant que je sache, la loi s'applique à tous, même s'ils ont choisi un mode de vie qui leur est propre, et que je respecte par ailleurs parfaitement. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Ça ne réglera probablement de loin pas tout, mais ce sujet devient vraiment de plus en plus récurrent. Je pense qu'on ne peut pas toujours être là à regarder par les trains passer, mais les caravanes ne pas passer. Je viens d'approuver à l'accent. Je pense que vous êtes d'accord pour qu'on fasse ça, ce qui n'empêche pas de faire autre chose encore par ailleurs, comme on a déjà parlé au bureau, on va en conférence.
Je ne vais pas lancer le débat sur les gens qui voyagent plus longtemps que ça, parce que sinon, là aussi, vous pourrez en briller pendant des heures. Thomas a une information que vous connaissez peut-être déjà, mais je crois qu'il est très important qu'il nous la donne, qu'il nous la rappelle. Avant de terminer, je vous remercie pour votre patience. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, et en plus ça nous laissera le temps d'écouter le Président dont on a évoqué cette noble volonté de faire payer les gens du voyage là où il le faut. Et je proposerai même au Président, si on a le temps et si le courrier est déjà fait, pour la semaine prochaine, lors du congrès des maires, si notre invitation peut tenir à l'Élysée, de les remettre peut-être même en main propre au service de l'Élysée, si on peut s'y rendre la semaine prochaine. Mon information ce soir, vous avez peut-être vu, alors ça va arriver dans la presse, on a eu une conférence de presse également ce matin, la fermeture d'un tronçon de la CD 105 pour travaux de lundi prochain, le 15 à midi, jusqu'au jeudi en journée. Donc normalement, peut-être si tout va bien le matin, sinon au courant de la journée, pour des travaux de maintien, de remise en forme de l'enrobé. Donc entre le carrefour au niveau de Saint-Louis du cimetière, donc le carrefour Speedy qui part ensuite vers le Palmerail, et pour remonter jusqu'au carrefour du Feu Rouge, avant l'autoroute, donc la sortie du boulevard de l'Europe au niveau du SDIS des pompiers. Donc ce tronçon, parce qu'il passe sous le pont de la voie ferrée, donc je ne vous raconte pas le nombre de voitures qui passent tous les jours, je crois qu'on tourne autour des 25 000 véhicules jour sur ce tronçon. Donc vous allez recevoir dans vos communes le communiqué de presse qu'on a diffusé ce matin. Avec Pascal et avec les services de la CEA, on a rencontré la presse, on a eu 2 réunions de travail avec les services de l'AGLO, avec les services des pompiers, avec la police municipale de Saint-Louis, la gendarmerie, la police nationale. Enfin, je fais court, mais ce matin, il y avait beaucoup de policiers, de gendarmes à la mairie de Saint-Louis pour préparer en amont au mieux ce chantier, qui n'est que, j'ai presque envie de dire, un galop d'essai pour tout ce qui va se passer et se transformer dans les années à venir avec le fameux 5A3F. Donc j'ai toujours du mal à vous annoncer les 5A, mais c'est l'amélioration de l'agglomération de l'entrée d'autoroute, donc au niveau de Saint-Louis-à-L'Eau. Donc voilà, on va avoir 5 années, voire plus de travaux sur ce secteur-là. Donc en tout cas, voilà, pour vous prévenir, sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux, éventuellement des communes, de relayer l'information. Ce sont donc des travaux qui vont durer 3 jours. H24, c'était l'option qui a été choisie. Si c'était pas ça, c'était 15 jours de travaux de nuit. Donc là, ils ont réussi à condenser pendant 3 jours. Ça va être difficile, compliqué, et puis on espère surtout un appel au civisme et au respect des règles des conducteurs. Je vois des gens qui sourient, c'est vrai qu'on peut toujours se poser des questions. Mais voilà, on espère que tout se passe bien. En tout cas, le revêtement en avait besoin. Il ne pouvait pas attendre les travaux du 5A3F pour se refaire une petite santé. Avec les hivers qu'on a eu ces derniers temps, la chaleur en été, les problèmes de gel en hiver, voilà, ce revêtement-là a souffert. Donc on va vous envoyer ce communiqué de presse, relayez-le au mieux. À notre niveau, on a également demandé à ce que ça soit relayé via Saint-Louis-à-L'Eau à toutes les associations de commerçants, à Acteco, pour les entreprises du secteur. C'est vraiment un secteur à enjeu clé, avec beaucoup de camions, beaucoup de personnes qui sortent, d'entreprises. Voilà. Merci pour la compréhension, de relayer l'info. Et en cas de question, vous pouvez revenir vers moi et je transmettrai au service de la CEA. Bonne soirée, bon discours du président et à bientôt. Merci Thomas. Alors c'est vrai que cette opération-là va surtout impacter la ville de Saint-Louis. Alors c'est le vice-président de la commission des routes qui a eu la primeur pour cette information. Vous dire que voilà, c'est un gros chantier. Alors resserrer sur 3 jours, sinon c'était 15 jours avec des interventions la nuit. Là on a préféré effectivement densifier la nature de ces travaux. Alors certes, on sera tous impactés dans l'agglo. Voilà, c'est 20 000 voitures, elles vont passer un petit peu partout. J'espère qu'on ne sera malgré tout pas trop impacté. En tout cas, on a lancé un appel à la prudence, mais aussi peut-être au télétravail. Donc les entreprises devraient être
sensible quand même à ces soucis de circulation qui s'annoncent la semaine prochaine. Donc j'espère que les choses vont quand même bien se passer malgré tout. Mais attendez-vous quand même à voir peut-être des personnes de différentes communes nous interpeller sur l'engorgement, sur les bouchons que ça va générer. Donc il va falloir faire le gros don pendant 3 jours, mais en tout cas c'est vrai, ça nous donne un petit aperçu des futurs travaux à venir qui vont s'étaler quand même sur un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille sur le phasage. On va essayer bien sûr d'orchestrer ces gros travaux pour que les nuisances soient réduites au maximum. Et sachez en tout cas qu'on y travaille et que l'ensemble des forces de l'ordre ont été associées à cette opération. Bien, merci Pascal, merci Thomas pour ces précisions. Je vois que la patience est à bout et je peux le comprendre et l'entendre. Je vous souhaite un bon retour, vous remercie de votre présence et de votre attention et vous souhaite encore une bonne soirée. À bientôt, au revoir. Monsieur le Président,